Alors bonsoir à tous, je suis le docteur Sophia Benrejdal, je suis médecin généraliste remplaçante. On m'a proposé ce soir de présenter ma thèse dans le cadre de Thèse en poche et c'est avec plaisir que je vais vous parler du rôle des pères dans l'initiation et le soutien à l'allaitement maternel d'après leurs propres expériences. Je vous propose le plan suivant, je vais vous décrire brièvement mon parcours professionnel. Puis ensuite, on verra comment se passe le projet de thèse, des prémices, comment on trouve la question de recherche jusqu'à la réalisation et la soutenance. Et ensuite, je vous présenterai ma soutenance de thèse, le vif du sujet. Alors, je suis originaire de région parisienne. J'ai fait mon externat à Pifo, c'est Paris-Île-de-France-Ouest. Et ensuite, avec mon mari, on a décidé de s'installer à Caen et je suis venue faire mon internat de médecine générale ici. L'an dernier, j'ai participé au DU de gynéco-obstétrique. Et la soutenance de thèse a eu lieu le 23 mars 2017. Je vous ai détaillé, je ne sais pas s'il y a des étudiants dans la salle, des externes, internes ou des paramédicaux, mais voilà, j'ai détaillé un petit peu l'internat que j'avais suivi ici. J'ai fait 1 an à Cherbourg, je suis passée aux urgences, puis en gynéco-obstétrique et en pédiatrie. Ensuite, j'ai fait mon stage de premier niveau chez le praticien en milieu semi-rural dans le sud-sud du Calvados. Puis un semestre en SSR gériatrique à Saint-Lô, un semestre aux urgences au CHU de Caen. Et ensuite, j'ai pris une disponibilité de 6 mois. Je voulais réfléchir un petit peu, essayer les remplacements en libéral et commencer à réfléchir sur mon sujet de thèse, la fin d'internat approchant. Dernier semestre en SASPAS à Honfleur, donc ça correspond au stage de 2e niveau chez le praticien. Tout au long de mon internat, j'ai participé aux journées de formation sur la thèse qui sont organisées par la faculté et aux ateliers de recherche qui sont proposés par la BU Santé et ça m'a fortement aidé dans l'accomplissement de cette thèse. Le projet de thèse, alors comment ça se passe? Ça paraît une montagne au départ parce qu'il faut trouver son sujet. Alors ce que je conseille vivement, c'est de trouver un thème qui vous intéresse. Parce qu'il n'y a rien de plus horrible que de travailler pendant 1 an ou plus sur un sujet qui ne nous intéresse pas du tout. Voilà, donc pour ma part, trouver mon sujet de thèse, j'ai commencé à y réfléchir en mai 2015 au moment de ma dispo. Et c'était pile poil à la naissance de ma nièce. Et ma sœur ayant eu des difficultés avec l'allaitement, j'ai essayé de répondre tant bien que mal à ces questionnements. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on connaissait très peu de choses sur l'allaitement maternel. Donc de là, j'ai eu envie de faire des petites recherches. J'ai commencé une bibliographie. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis dit, mais ce thème m'intéresse énormément, je vais en faire mon sujet de thèse. Donc voilà comment tout a démarré. Ensuite, on ne fait pas ça tout seul non plus, donc il faut trouver ses maîtres de thèse. Alors je me suis très vite entourée du docteur Laura Semeraro, qui me fait le plaisir d'être là ce soir. Et ce travail a été co-dirigé par le docteur Éric Leroyer. Voilà, donc les maîtres de thèse, c'est un soutien énorme tout au long de la thèse. Il faut ensuite, sur le plan administratif, faire valider une fiche de projet de thèse auprès de la faculté, chose qui a été faite en mars 2016. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, il s'est passé vraiment 1 an pile poil entre le moment où le sujet a été posé et le moment où j'ai soutenu ma thèse. Voilà. La réalisation de la thèse sur cette année, ça a été faire la revue de la littérature, réaliser les entretiens, parce que j'ai fait des entretiens semi-directifs en qualitatif, donc, et puis l'analyse et l'écriture de la thèse. Alors, sa question de recherche, comment on la trouve? Donc, déjà, par rapport au thème qui nous intéresse, on va commencer à lire sur le sujet. Je vous préconise vraiment le site SUDOC. C'est un site qui recueille toutes les thèses qui ont été faites en France. Et grâce à des recherches par mots-clés, on peut visualiser très rapidement tous les sujets de thèse qui ont été faits, voire même de voir les résumés ou d'avoir le texte intégral. Quand on ne sait pas trop vers où aller, si les sujets ont été faits ou pas, c'est un bon point de départ. On peut aussi s'inspirer des ouvertures qui sont faites en fin de thèse pour savoir jusqu'où est allée la thèse et qu'est-ce qui reste à faire en fait. Voilà. Et on peut aussi aborder une thèse qui avait été traitée sur le plan quantitatif en qualitatif et vice-versa. La BU Santé, c'est une mine d'informations qui est très importante. On y retrouve plein de thèses qu'on peut consulter sur place. On peut même commander des thèses dans d'autres bibliothèques. Enfin, voilà, c'est un bon pôle de recherche.
Les étapes clés tout au long de la préparation de la thèse, moi j'ai fonctionné avec un rétroprogramme. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un planning un peu prévisionnel et on a très bien fait ça avec nos maîtres de thèse. En fait, on se donne une date limite déjà pour soutenir sa thèse. Ça permet d'avancer et de ne pas laisser trop traîner les choses. Et puis également, on savait d'un mois pour l'autre si j'allais inclure une personne de plus, 2 personnes, etc. Et bref, ça permet vraiment de visualiser tout le cheminement de la thèse et d'avoir le sentiment d'avancer et de ne pas faire ça pour rien. La bibliographie, ça se fait tout le temps. Dès qu'on commence à s'intéresser à un thème, on commence la bibliographie jusqu'à la veille de la soutenance où on se renseigne encore sur ce qui vient de sortir sur notre sujet. Et les réunions avec les maîtres de thèse, comme je vous disais. Très importante. Une boîte à outils, alors c'est une liste qui est non exhaustive, mais moi je m'en suis servi. PubMed, ça c'est incontournable, et les ateliers à la BU Santé justement peuvent vous former à ça, à savoir comment l'utiliser. Google Scholar, le site du SysMef pour les mots-clés, des livres de méthodologie, le site de la Société française de médecine générale aussi, l'INPES, Légifrance, etc. Un point sur Zotero, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel qui permet de recueillir la bibliographie. Et j'ai envie de vous dire, dès que vous allez commencer à lire sur le sujet, prenez Zotero parce que vous allez pouvoir, sur une page web où vous visualisez là un article qui vous intéresse, juste faire un clic sur Zotero, ça le sauvegarde, ça vous permet d'avoir les références bibliographiques sous la main quand vous allez commencer à rédiger votre thèse. J'ai utilisé le logiciel Audacity, c'est l'équivalent d'un dictaphone mais sur l'ordinateur. Ça me permettait lors des entretiens d'éviter de prendre des notes et que ce soit plus fluide au niveau de la discussion. Donc tout était enregistré et ensuite je retranscrivais sur Word. Au niveau des livres de méthodologie qui m'ont servi, parce que ce n'est pas inné de faire des entretiens, on a un peu la boule au ventre quand on commence et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et donc pour éviter de faire de grosses fautes méthodologiques, il y a 2 livres qui m'ont bien aidé. Le petit manuel méthodologique de l'entretien de Barbillon et Leroy et L'enquête et ses méthodes, l'entretien de Alain Blanchet et Anne Gottman. Le logiciel RQDA, c'était mon logiciel d'analyse. J'ai fait de l'analyse thématique. En fait, on a son texte d'analyse, voilà les entretiens que j'avais retranscrits. On surligne des bouts de phrases, des paragraphes, tout ce qu'on veut, et on y associe un thème. L'avantage, c'est de pouvoir ensuite lister les thèmes et de retrouver toutes les citations auxquelles on avait dit qu'elles appartenaient à ce thème-là. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. La grille Correc, c'est un listing de questions qu'on doit se poser lorsqu'on rédige ou qu'on fait un travail qualitatif. Donc, pour s'aider en fait, à rédiger correctement, ça aide fortement sur toutes les étapes méthodologiques. Voilà. On passe dans le cœur du sujet, ma soutenance de thèse, sur le rôle des pères dans l'initiation et le soutien à l'allaitement maternel d'après leurs propres expériences. Je vous propose le plan suivant, une introduction sur le sujet, la partie revue de la littérature, qui était ma première partie de thèse, avec l'évolution du rôle du père dans la société, le choix de l'allaitement maternel, le rôle de père dans le soutien à l'allaitement maternel, puis ensuite l'étude qualitative que j'ai menée avec matériel et méthode et les résultats. Et je clôturerai par une discussion et conclusion. L'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, préconise un allaitement maternel exclusif pendant 6 mois. Or, en France, l'étude Epiphan nous dit que la médiane de l'allaitement est seulement de 3 semaines et demie. Je vous ai mis ici quelques chiffres de cette étude Epiphan qui a été faite en 2012-2013. En France, le taux d'allaitement maternel exclusif à la naissance est de 74%, puis il chute brutalement à 3 mois, on est en dessous des 40%, et tout juste au-dessus des 20% à 6 mois. Alors qu'en Norvège, on commence à 99% et on est encore au-dessus de 80% d'allaitement maternel exclusif à 6 mois. Le père, c'est la personne qui va être la plus influente sur la décision des mères d'allaiter. On sait que son soutien augmente la durée d'allaitement maternel. Or, dans la vraie vie, les informations elles sont souvent délivrées aux mères et les pères sont délaissés. D'autant que l'allaitement, du point de vue des pères, il est peu étudié. Alors, comment les pères définissent-ils leur rôle? Est-ce qu'ils connaissent l'impact de leurs opinions sur les taux d'initiation et les durées d'allaitement maternel? Et comment s'informent-ils? C'est pour répondre à toutes ces questions que j'ai fait mon travail de thèse, dont l'objectif principal est d'explorer les rôles que les pères pensent avoir dans l'initiation et le soutien à l'allaitement maternel. Et l'objectif secondaire est d'établir les besoins en termes d'information sur l'allaitement et leur rôle de soutien.
Alors la revue de la littérature, depuis quelques décennies maintenant, l'engagement paternel il est de plus en plus précoce. Le père il est présent dès la naissance, il a un congé paternité qui a évolué. Avant on avait juste le congé de naissance de 3 jours. Maintenant depuis la loi de 2001, il y a 11 jours en plus. Donc il est impliqué dès le départ. C'est une figure d'attachement pour l'enfant, comme la mère l'est pour son enfant. Et progressivement, à la dyade mère-enfant, qui est classique, va se substituer une triade père-mère-enfant. On remarque qu'au fil des générations, il y a un manque de transmission masculine de la fonction paternelle. Il n'y a plus cette transmission intergénérationnelle, mais plus une transmission horizontale en fait. Le choix de l'allaitement, comment se fait ce choix? Le père, il va influencer les taux et les durées d'allaitement, c'est ce qu'on va voir. Rampel nous dit « La volonté du père que la mère allaite est prédictive de la force de volonté que la mère aura à allaiter au-delà de ses propres intentions initiales. » Ça montre l'impact énorme du père sur les décisions des mères d'allaiter. L'étude des thèses a montré que l'allaitement, c'est tout d'abord un choix de couple, que lorsque le couple est informé sur la supériorité du lait maternel, cela permet de faire un choix qui est éclairé. Otmani nous dit que dans 45% des cas, c'est le père qui est la personne qui va influencer la décision d'alimentation du nourrisson, c'est hyper important, mais que les pères sont peu conscients de leur influence. Alors les pères, ils vont aussi influencer sur la durée de l'allaitement, ils peuvent exercer des facteurs d'influence positifs par leur soutien, leur implication émotionnelle et pratique, par leur attitude favorable, ça c'est l'étude de Scott qui a été faite en Australie, qui nous dit que lorsqu'un père est favorable à l'allaitement, le taux d'allaitement maternel exclusif à 3 mois il est de plus de 50%, alors qu'il est seulement de 25% quand il n'est pas favorable. Et tout allaitement confondu, donc allaitement maternel exclusif et allaitement mixte avec biberon, on remarque que si le père est favorable, les taux sont à quasiment 60% et seulement 30% dans le cas contraire. L'étude de Raj vient confirmer cette tendance. L'attitude favorable du père va multiplier par 3 les chances d'allaiter exclusivement et par 6 d'allaiter encore à 4 mois. D'autres facteurs d'influence positifs, lorsque le père a reçu un enseignement, il va pouvoir impacter positivement sur la durée de l'allaitement. Effectivement, lorsqu'il a reçu un enseignement, en bleu, vous allez pouvoir voir, le taux d'allaitement maternel exclusif à 6 mois il est de 25% et seulement de 15% quand il n'a pas reçu d'information. Et aussi, chose importante, la femme, elle se sent soutenue dans 91% des cas lorsque le père a été sensibilisé sur l'allaitement, alors qu'elles sont soutenues que dans 34% des cas. Donc on imagine bien que les mères qui ne se sentent pas soutenues, elles vont arrêter plus vite l'allaitement, alors que lorsqu'elles sont soutenues par le conjoint, cela va pouvoir peut-être augmenter la durée d'allaitement maternel. Mais les pères peuvent aussi exercer des facteurs d'influence négatifs. En effet, à la naissance, ils sont au cœur de sentiments divers et variés. Ils peuvent se sentir en fait exclus du nourrissage parce que c'est la mère qui donne le sein. Ils peuvent avoir un sentiment de frustration vis-à-vis de ce couple mère-enfant qui est en train de se créer et de la relation fusionnelle qu'il y a entre la mère et son enfant. Et il peut penser que l'allaitement peut être un obstacle au lien que lui pourrait créer avec son enfant. Il a été décrit aussi que l'allaitement pourrait être une entrave à l'intimité du couple, et que le manque de connaissances sur l'allaitement maternel diminue les durées d'allaitement. Quel rôle le père peut-il avoir dans le soutien? Une psychologue nous dit « Le père n'est pas l'égal de la mère, non pas parce qu'il est moins important, mais parce qu'il est différent et qu'il contribue à sa manière à la sécurité de l'enfant. » À l'issue de cette revue de la littérature, il y a des questions qui sont restées en suspens, notamment quel rôle ils pensent avoir les pères, quel est leur vécu de l'allaitement et que savent-ils, qu'aimeraient-ils savoir? Bien, pour répondre à ces questions, voici l'étude qualitative que j'ai réalisée. Première partie sur matériel et méthode et on viendra aux résultats après. Il s'agissait donc d'une étude qualitative, descriptive, exploratoire par entretien semi-dirigé. On avait choisi les entretiens semi-dirigés qui permettent à l'interviewé de s'exprimer librement et à l'interlocuteur de réorienter les questions vers les thèmes qu'il souhaite aborder. Donc j'ai inclus 6 pairs recrutés de proche en proche dans la région caennaise. Les entretiens ont eu lieu entre juillet et décembre 2016, en tête-à-tête. Tout était enregistré avec le logiciel que je vous ai présenté tout à l'heure, Audacity, puis retranscrit sur Word. Et ensuite, le codage a été fait avec le logiciel RQDA pour permettre l'analyse thématique et la création d'un arbre de codage. Les résultats en 4 parties, les caractéristiques sociodémographiques des personnes que j'ai interviewées, le projet d'allaitement, des prémices jusqu'à sa réalisation,
le rôle du père, et puis les besoins d'information des pères s'il y en a. Les caractéristiques sociodémographiques des pères, pour commencer, donc il y avait 6 pères, les tranches d'âge étaient entre 26 et 42 ans, les catégories socio-professionnelles étaient moyennes à aisées. Ce que l'on peut remarquer, c'est que l'un d'entre eux avait un lien avec le milieu médical et que l'un d'entre eux n'avait pas été allaité, et il s'avère que c'est celui dont les enfants ont été allaités de façon prolongée. Les caractéristiques sociodémographiques des mères, les tranches d'âge étaient un petit peu plus restreintes, elles étaient un peu plus jeunes. Entre 27 et 36 ans, 2 d'entre elles avaient un lien avec le milieu médical et 2 d'entre elles n'avaient pas été allaitées. Le projet d'allaitement. Alors, j'ai recueilli du coup les dires des pères que j'ai retranscrits et à l'issue de toutes ces discussions sont ressorties des thématiques. Et lorsqu'on les interroge sur leur projet d'allaitement, de la conception à sa réalisation, pour eux le projet va commencer par la décision d'allaiter qui se fait en couple la plupart du temps. Puis ils m'ont confié avec émotion souvent l'expérience de la première tétée. Ils ont partagé leurs réflexions sur les avantages et les inconvénients de l'allaitement maternel. Et ils ont mis en avant l'intérêt du congé paternité pour soutenir l'allaitement. Alors la décision d'allaiter, elle dépend tout d'abord de l'influence du père, mais aussi de l'influence des autres, de l'entourage, de la famille, les amis. Certains me disaient que c'était une question de mode, de génération, que ça avait tendance à revenir un peu en ce moment, peut-être avec le bio, et une question de culture. Et les durées d'allaitement étaient prédéfinies par les couples bien souvent. Pour illustrer ces propos, voici sur l'influence du père. Donc le papa 3 disait « J'ai vraiment un parti pris assez fort pour l'allaitement ». Un autre père me disait « Je pense que les papas doivent être moteurs dès le départ avec les cours à l'accouchement », donc au moment de la préparation, des cours de préparation à la naissance. Question de mode de génération, un père me disait « Il y a une cassure à partir des années 70-80, on sent qu'il y a une génération lait industriel, lait de vache, et là on sent que ça tend à rechanger, à revenir sur du lait plus naturel ». La première tétée, alors je vais partager avec vous les dires d'un papa qui était très étonné de comment cela pouvait se passer et puis très ému aussi. C'était un fou rire parce qu'en fait, au bout de 9 mois, c'est pas possible, il a un code. Comment il a appris ça? Dès qu'il est né, hop, on l'approche et poum, il était en succion. Alors moi, j'étais scotchée, j'ai trouvé ça formidable. Voilà, donc l'expérience qui est vécue de façon très forte par ce papa. Donc les papas ont su mettre en évidence beaucoup d'avantages sur l'allaitement maternel. Tout d'abord, un allaitement qui est considéré comme naturel, qui apporte du bien-être à l'enfant, à la mère. Ils étaient même au courant d'hormones qui peuvent être délivrées au cours de la tétée. Un lait maternel qui est bon pour la santé et qui est supérieur aux autres laits. Alors voici quelques paroles pour illustrer. L'allaitement calme l'enfant de manière naturelle. On n'a pas besoin d'artifice. À la fin de l'allaitement, il s'étire, tête en arrière. C'est vraiment un moment de bien-être total pour l'enfant. Le lait qui est supérieur pour un père, c'est évident, il y a tout dedans. Le lait qui est bon pour la santé, je sais qu'en termes d'anticorps, il y a pas mal de choses qui passent par l'allaitement. Il n'a jamais eu de problème de respiration, d'allergie, il mange de tout. Ou encore, il contient des acides gras que je perçois comme de meilleure qualité, les enfants sont moins gros. D'autres avantages, la dyade mère-enfant qui se crée, les pères étaient très sensibles à cette fusion qui pouvait se créer entre la mère et l'enfant. Ils m'ont parlé également du bénéfice dans le postpartum pour la mère. Effectivement, avec une meilleure récupération du postpartum, il y en a qui étaient très renseignés et qui savaient que ça permettait l'involution utérine, par exemple, une perte de poids plus rapide aussi pour la maman et une diminution du risque de cancer du sein également. Sans oublier un point important, c'est que l'allaitement maternel, c'est économique par rapport au lait industriel. Malgré ça, ils ont quand même été confrontés à des inconvénients de l'allaitement maternel. Tout n'est pas rose. Et ils m'ont parlé d'un allaitement qui pouvait être douloureux, surtout au démarrage, avec la montée de lait, inconfortable. Il faut être à disposition de son enfant en permanence, se lever la nuit, etc. Et les pères peuvent aider à ce moment-là. L'organisation qui peut être complexe lors de la reprise du travail de la maman, avec l'introduction du tire-lait qui n'est pas toujours bien perçu. Et un vécu qui est assez varié en fonction des pères entre allaitement exclusif versus mixte, c'est-à-dire le sein et le biberon. Un père nous illustre le tire-lait. Quand elle a découvert le tire-lait, c'était la cata, elle a flippé, elle s'est identifiée un peu à une vache. Donc pas un très bon vécu. Et puis sur le comparatif allaitement exclusif versus mixte,
on connaît la quantité dans le biberon alors que l'allaitement, 3 petits points. Donc il y a une certaine réticence à ne faire que de l'allaitement pour certains pères parce qu'ils trouvent qu'on ne peut pas contrôler du coup la quantité et savoir ce qui se passe. D'autres inconvénients, alors quelques complications et difficultés qu'ils ont pu rencontrer, mais en vérité, il n'y en avait pas tellement que ça pour les pères que j'ai interrogés. Ils m'ont parlé d'engorgement, de crevasses, de canal bouché, et ils n'ont pas eu spécialement besoin de consulter de médecins pour cela, ou de sage-femme ou autre. L'allaitement en public a pu être un inconvénient aussi, mais ça fait appel à la pudeur en fait. L'homme, quand il devient père, il considère le sein vraiment comme le sein nourricier qui allaite, mais en revanche, le regard des autres va le déranger et pour lui, ça va être le sein érotique que sa femme va montrer au public et ça, il a souvent du mal à l'accepter. Et puis la nécessité de sevrer, parce que ce n'est pas toujours évident au moment du sevrage, à la reprise du travail ou plus tardivement. Quel rôle les pères pensent avoir du coup dans cet allaitement? Ils m'ont parlé de soutien pratique, émotionnel, et le rôle le plus important qu'ils trouvaient, c'est le lien qu'ils allaient créer avec leur enfant. Comment le père peut-il apporter son soutien? Le père, il est indispensable à la naissance. Il va être présent auprès de la femme, auprès de son enfant, pour aider la nuit, se lever, aller changer le bébé, aller apporter le bébé pour la tétée. Il peut vraiment apporter un soutien qui est énorme. Il va participer à toute la logistique du foyer, s'occuper des aînés s'il y en a. Ils m'ont tous parlé de cette notion de parité, la volonté, si vous voulez, qu'il y ait un partage des tâches à la maison et que la mère ne se sente pas débordée, qu'elle puisse se consacrer aussi à son allaitement. Un père nous dit, si on n'a pas vécu l'allaitement, je ne pense pas qu'on puisse se rendre compte à quel point c'est usant. Le soutien du père est indispensable, la maman et l'enfant ont besoin de lui, c'est essentiel. Le père va aussi apporter un soutien émotionnel. En effet, par son attitude, s'il montre auprès de sa femme qu'il a de l'assurance, qu'il a confiance en lui, cet environnement favorable va permettre de faire confiance à la mère et de faire confiance au bébé et qu'il y ait une certaine harmonie. Un père nous disait « j'étais convaincu que ça allait bien se passer ». Ce sentiment positif va faire que la mère va se sentir en confiance aussi dans son allaitement. Un autre père nous disait « le bébé doit sûrement savoir comment prendre ». Il faisait confiance entièrement à son bébé. La présence du père lors des tétées, ça peut être un moment de partage intéressant et puis ressenti comme un soutien par la mère. Et enfin, le père qui peut influencer la durée d'allaitement. Un père nous disait, si le père est contre l'allaitement s'arrête automatiquement. Et comme je vous le disais, le rôle le plus important qu'ils trouvent, c'est le lien qu'ils vont pouvoir créer avec leur enfant. Et ça, ils sont très doués pour ça. Alors, devenir père, c'est le passage de l'homme au père, c'est un moment de transition qui ne se fait pas au même moment pour tout le monde. Pour certains, ça a été à la première échographie, quand ils ont vu le cœur battre. Pour d'autres, ça a été à la naissance, au premier cri, etc. En fait, ils vont vouloir créer cette triade dont je vous parlais, père, mère, enfant, pour ne pas se sentir exclus de la situation. Ils vont chercher à créer du lien par le jeu, par le nourrissage au moment de la diversification ou lorsqu'il y a un allaitement mixte ou du lait qui est tiré et qui est donné ensuite au biberon. Créer du lien par les soins du bébé. Ils étaient heureux par exemple de pouvoir donner le bain, d'habiller le bébé, de le promener. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire autour quand la femme allaite. Et aussi, ils sont présents pour rassurer et protéger le bébé. Ils ont ce rôle protecteur de père. Des propos pour illustrer la triade. L'allaitement, c'est un moment de partage avec la maman et l'enfant. C'est quelque chose à ne pas manquer. Ça fait partie de la création de la famille et du lien qu'un papa fait avec son enfant. Et un autre nous dit qu'il ne ratait rien en fait. Les premiers sourires, les premiers rires, c'était avec moi. Donc le père n'est pas forcément exclu. Je pense que c'est le trinôme qui est intéressant. Ont-ils eu besoin d'informations, ces pères? C'est ce que je suis allée leur demander. Alors, je me suis aperçue qu'ils avaient beaucoup de connaissances. Ils savent évaluer une tétée, ils savent dire si l'enfant il tète correctement, qu'il déglutit bien ou s'il tétouille. Ils connaissent beaucoup de choses sur la composition du lait, qu'il y a des vitamines, des acides gras, des anticorps. Ils connaissent des techniques d'allaitement aussi, savoir repositionner le bébé quand il y a des crevasses. Ils ont surtout appris d'expériences passées. Ils ont déploré le manque d'informations. Pour la plupart d'ailleurs, ils avaient participé au cours de préparation à la naissance et en fait, ils disent on nous prépare plutôt au moment de l'accouchement et puis après, on est un peu dans la nature, on ne sait pas trop comment faire, donc ils manquaient d'informations sur l'après-naissance, le déroulement de l'allaitement et leur rôle de soutien.
Et ils ont, malheureusement, malgré tous ces manques d'informations, ils recherchent peu d'informations la plupart du temps. Les recherches sont initiées par les mères et ils en bénéficient par ricochet. Et les sources étaient multiples, livres, Internet, etc. Ils expriment faiblement leurs besoins d'information, mais ils sont favorables pour recevoir une information dédiée. Alors, qui est le père d'aujourd'hui? Eh bien, dans la littérature, c'est un père qui recherche la parité. Il est peu conscient de son influence sur le choix de l'allaitement maternel et il apporte son soutien émotionnel en encourageant la mère dans son allaitement. Dans notre étude, plus que la parité, les pères cherchaient la création de la famille. Ils étaient conscients de leur influence sur le choix de l'allaitement et ils pensaient que le soutien pratique et émotionnel pouvait influencer les durées d'allaitement maternel. Il ne se limitait pas à encourager la mère dans son allaitement, mais il lui faisait confiance dans ses capacités à allaiter, et c'est là toute la différence. L'allaitement, est-ce que ça peut être un obstacle au lien père-enfant? Un auteur nous dit « l'allaitement déposséderait le père dans sa relation avec son enfant au profit de la mère ». En fait, l'allaitement maternel, il engendre des sentiments contradictoires, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Le père, il va parfois se sentir exclu de ce nourrissage, mais par ailleurs, il va se sentir fier de cette maman qui allaite, de ce bébé qui se porte bien et qui grandit bien. Donc il a des sentiments qui sont un petit peu partagés. Ont-ils besoin d'informations? Il est clair qu'il y a un réel manque d'informations des pères sur l'allaitement et ils initient peu de recherches. Dans la littérature, on nous dit bah, c'est facile, on leur donne un enseignement et les taux et durée d'allaitement maternel augmentent. Oui, sauf que dans la réalité, déjà, ils expriment peu leurs besoins d'information. Ils apprennent le plus souvent donc, de leurs propres expériences. Et en plus, quand on leur donne des informations, ils les jugent souvent inopportunes. Mais ils sont prêts à accueillir une information dédiée qui serait adaptée à leurs demandes. Ils m'ont parlé, par exemple, d'applications smartphone ou de réunions entre pairs. Voilà, c'est des pistes. L'étude comportait des biais internes, le fait que je sois une femme et que je sois médecin, je me présentais comme étudiante en médecine, ça pouvait être un frein à leur confidence. Et puis certains couples avaient un lien aussi avec le milieu médical, donc leur discours pouvait être orienté. Il y avait une faible mixité sociale et culturelle et pas d'âge extrême. Biais d'investigation également, le fait de poser des questions pouvait influencer les réponses des pairs. Si on pose une question, c'est qu'on sous-entend que nos propos existent déjà et du coup ça peut influencer la réponse des pairs. Biais d'interprétation, parce que j'étais le seul chercheur à coder les entretiens. Les limites, malheureusement toutes les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la transférabilité des données. En qualitatif, on parle plutôt de transférabilité des données et pas de généralisation à la population générale, mais ça revient au même pour les études quanti. Conclusion, les pères savent soutenir leur conjointe dans l'initiation et la poursuite de l'allaitement. Ils deviennent progressivement des pères allaitants, c'est le père qui est présent et qui encadre cet allaitement maternel et qui favorise sa réussite. Ils ont besoin d'être guidés et confortés dans leurs actes et une information sur leur rôle serait favorable à la promotion de l'allaitement maternel. Pour la suite, il serait intéressant de développer des programmes d'information et d'aide aux hommes pour soutenir le projet d'allaitement, mais sous un format adapté auquel les pères seraient réceptifs, et ne pas se limiter au rôle de soutien technique du père, mais aller plus loin, explorer les autres rôles du père dans la triade, le soutien émotionnel notamment, et pourquoi pas faire une étude longitudinale sur le vécu des pères du projet d'allaitement au sevrage. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis disponible.